Alors, c'est la dernière fois que je te le demande. Qui es-tu ? Donc, je suis Pénélope, infirmière de coordination en cancérologie et hématologie à l'hôpital privé d'Antony depuis maintenant 8 ans et infirmière depuis 19 ans. Ok, à chaque fois, on en a parlé plein de fois, t'adores ton métier et t'es ultra investi. Et aujourd'hui, on va parler de gens dont on commence à parler, qui sont les aidants. C'est vrai en cancérologie, mais c'est vrai pour les personnes qui sont en perte d'autonomie, mais c'est vrai pour les gens qui sont diabétiques, mais c'est vrai pour tous les gens qui ont une maladie chronique qui est invalidante, pour les gens qui ont des maladies neurologiques, qui ont des déficits moteurs. Et il y a les gens autour, et en fait, ce sont les invisibles. C'est ça, les gens de l'ombre dont on ne parle pas et sans qui presque rien ne serait possible en vrai. Alors, c'est quoi un aidant ? Alors, on parle de l'oncologie, parce que tu es infirmière coordinatrice en oncologie. Peut s'étendre en effet à toutes les personnes qui ont, comme vous le disiez, une maladie chronique, une perte d'autonomie, même un retard mental. Ça peut être les parents d'enfants qui ont aussi des retards. Tous ces gens-là sont des aidants. Alors, c'est quoi un aidant ? Alors, un aidant, c'est une personne majeure dans la loi, c'est comme ça, qui est reconnue comme telle. Une personne majeure qui vit ou ne vit pas sous le même toit que la personne qui a besoin de cette aide. Et ça peut être de l'aide quotidienne comme de l'aide ponctuelle. Toutes ces personnes sont considérées comme aidants. Il peut y avoir un seul aidant comme plusieurs au sein d'une même famille. Ça peut être un médecin traitant aussi qui peut être considéré comme aidant. Ça peut être la pharmacienne, ça peut être l'infirmière. Tous les gens qui gravitent autour du patient mais qui vont avoir un lien plus privilégié avec le patient. J'ai envie qu'on parle des gens, parce qu'en fait, les soignants, en réalité, leur vie est ailleurs. Même s'ils sont très impliqués, leur vie est ailleurs. Donc, ils ont des états ressources ailleurs. Moi, j'ai envie qu'on parle des aidants de la famille. J'ai des cas plutôt prégnants dans la tête. Et j'ai envie que tu me dises, toi, qu'est-ce que tu penses des aidants ? Qu'est-ce que tu vois des aidants ? Qu'est-ce qui les caractérise ? Alors, déjà, il faut savoir qu'en France, quand même, on a un chiffre qui est quand même assez porteur. Je trouve il y a 11 millions d'aidants. Donc, c'est quand même beaucoup. Et en fait, en effet, on n'en parle pas. C'est les gens de l'ombre. C'est les gens qui sont notre soutien à nous pour que les patients puissent adhérer au protocole que l'on met en place. C'est-à-dire qu'un patient qui est seul, la plupart du temps, ne pourra pas vivre sa maladie d'une manière pérenne et confortable. Dès qu'il y a un aidant dans la boucle, d'ailleurs, c'est la première chose qu'on demande aux patients. Avec qui vous vivez, qui est la personne sur qui vous pouvez vous appuyer. Et en tant que soignant, on prend toujours un contact avec l'accord du patient, avec cette personne pour la mettre dans la boucle. Juste une question comme ça rapide. Est-ce que pour toi, dans ton expérience, la présence d'un aidant est un facteur de bon pronostic ? Ça y contribue. Ça y contribue largement parce que déjà, quelqu'un qui n'a pas d'aidant, selon le stade de la maladie ou les effets secondaires de son traitement, il ne pourra peut-être pas rester chez lui, dans son environnement. Donc, il sera orienté sur possiblement une maison de repos médicalisée, ce qu'on appelle les SMR. Alors que quand il y a un aidant, ça permet de garantir quand même une bienveillance au domicile. L'aidant, il va aller chercher les médicaments à la pharmacie, il va s'assurer que le plein de courses est fait, il va parfois préparer des repas en avance, même s'il doit aller travailler pour que le patient à la maison ne manque de rien. C'est un réel pilier qui est garant de la bonne prise en charge, conjointement finalement avec le milieu médical et paramédical. Première question, est-ce que, j'ai failli dire par provocation, j'ai failli dire est-ce que c'est cool d'être aidant ? Est-ce que c'est dur d'être aidant ? C'est dur d'être aidant. Il faut leur laisser justement l'ouverture de pouvoir nous dire à nous, même s'ils ne le disent pas auprès de leurs proches, quand ça devient trop dur, quand eux-mêmes ont besoin d'aide. Qu'est-ce qui devient dur ? Le quotidien, les responsabilités, le fait que leur propre vie, elle aussi, finalement, dépend du patient et est un petit peu mis en stand-by, parce que finalement, tout finit par tourner autour de la personne malade et des soins dont elle a besoin. Et du coup, l'aidant, parfois lui-même, se retrouve avec une vie qui est drivée par cette personne malade, en fait. Finit par avoir des maladies. Et parfois, en effet, il peut aussi lui-même décompenser, ouais. Est-ce que pour toi, il y a une interaction typique, ou toujours la même, entre l'aidant et l'aidé ? Ou est-ce qu'il y a plusieurs types d'interactions ? Alors, il y a plusieurs types d'interactions parce que chaque personne est différente. L'aidant... Mais des grands groupes, ce que je veux dire. Moi, j'ai un peu en image... Alors, moi, je pense là aux aidants des patients Alzheimer qui ont tous le même profil. Un, ils se sentent ultra coupables.
Ah oui. 2, ils sont psychologiquement épuisés. Tout à fait. Alors ça, je le retrouve aussi en cancérologie, en effet. De temps en temps, ils sont un petit peu en colère après la terre entière. Et même, ils sont en colère après les dés. Mais ce qui revient en effet, comme vous le dites, c'est le sentiment d'impuissance. Ça, c'est quelque chose de l'aidant qui ressort toujours. La culpabilité, le sentiment de pas toujours bien faire. C'est en effet, on a fait récemment un groupe de parole pour nos aidants sur l'hôpital et c'est exactement ce qu'il en est ressorti. Et un épuisement, mais ils tiennent pour la personne qu'ils accompagnent en fait. Est-ce qu'on parle suffisamment aux aidants? C'est-à-dire, dans le contexte de l'oncologie, c'est-à-dire une maladie chronique, par essence longue, avec des traitements plus ou moins lourds, plus ou moins de la chirurgie, plus ou moins de la radiothérapie, et avec de la chimiothérapie le plus souvent. Est-ce qu'on explique suffisamment? Je vais te parler d'une double question. C'est est-ce que, quand il y a un aidant, on oublie de parler au patient, ou est-ce que on en dit suffisamment à l'aidant? Tu comprends ce que je veux dire? Alors, moi, je pense que déjà, on a pris conscience de la place de l'aidant que depuis quelques années. Hein. C'est quand même pas si vieux, je pense qu'on s'intéresse plus à l'aidant, quand même. Et qu'il y a des dispositifs mis en place, même avec la Ligue. Hein. Il y a un numéro vert pour les aidants, par exemple. Et nous, dans notre quotidien, et moi, en tant qu'IDEC, je vais parler pour moi-même, on intègre l'aidant dans la prise en charge. Quand le patient est accompagné de l'aidant, on laisse bien sûr la parole au patient en priorité et l'aidant complète, mais ça sera toujours notre patient qui reste au centre de sa prise en charge. D'accord. Et par contre, je dirais en off, entre guillemets, c'est-à-dire dans le suivi, dans les intervalles des consultations formelles, il y a en règle générale finalement beaucoup d'appels de ma part avec l'aidant pour améliorer la prise en charge du patient, mais où à chaque fois je dis toujours dans mes entretiens, et vous, comment allez-vous? Je pose toujours cette question à l'aidant, comment allez-vous? Oui, le patient souhaite ça. Oui, le patient veut rester à la maison, mais vous, dans tout ça. Toujours. Et alors, ça aboutit à quoi? C'est-à-dire, situation horrible, tu as un gars ou une dame qui ont un cancer de pronostic sombre et tu sens qu'il n'en peut plus et qui veut plus. Comment j'articule les choses? Alors, déjà, première chose, la partie avec les dents, on le déculpabilise complètement si à un moment il arrive à bout ou dans l'impossibilité de continuer d'accompagner son proche, parce que c'est difficile, parce que on n'est pas arrivé sur Terre pour savoir faire ça de manière innée, et que même nous, parfois en tant que soignants, heureusement qu'on a une équipe, comme on dit, on est plusieurs, nous, pour accompagner une personne malade. Donc lui tout seul à la maison, l'aidant, malgré les intervenants qu'on peut mettre de manière ponctuelle, beaucoup de fois il est seul. Donc on le déculpabilise et on dit que justement en France, on a la chance qu'il y ait des structures qui existent pour accompagner les gens, si on prend l'exemple de la fin de vie par exemple. Ça, c'est la première chose. On n'ira bien sûr pas dire aux patients, on adapte notre discours, je pense que c'est pas mentir aux patients, mais on n'ira pas dire aux patients que on s'oriente par exemple sur une structure parce que le maintien à domicile est plus possible parce que son aidant est épuisé. On n'ira pas le dire comme ça. On ira dire aux patients que là, il y a des symptômes qui sont incontrôlés, qu'il faut qu'ils soient institutionnalisés pour être pris en charge confortablement. Bien sûr, en amont, on aura essayé quand même de maximiser tous les soins au domicile avant d'en arriver là. Mais ce n'est pas un échec en fait, il ne faut pas le vivre comme un échec. C'est vraiment ça qu'il faut dire. Quelqu'un qui a des soins lourds, il va y avoir des aides au domicile, infirmières, auxiliaires de vie, portage de repas éventuellement. Le stade ultime, c'est l'hospitalisation à domicile où tout est pris en charge comme à l'hôpital, mais il existe des solutions alternatives qui permettent d'aider les aidants, qui sont les hôpitaux de jour et qui sont les hospitalisations de répit. Et ça, vous pouvez le demander aux IDEC, c'est-à-dire aux infirmières coordinatrices ou infirmiers coordinateurs des structures qui vous accompagnent dans la prise en charge de la personne que vous aidez. Est-ce qu'il t'est arrivé de réunir des conseils de famille, voyant que l'épouse, le mari, la fille, le fils qui s'occupent est au bout du rouleau et que tu sais qu'il y a un frère, une sœur, un cousin qui sont aussi un petit peu présents mais qui ne sont pas très investis pour essayer de redistribuer les cartes? C'est arrivé soit sur des sorties d'hospitalisation, de réunir les gens directement dans le petit salon qu'on a des familles, sans avoir le proche malade à côté de nous pour discuter de comment est-ce qu'on pouvait faire. Parce qu'en fait, il y a toujours l'ambivalence de quand même les aidants les plus proches qui veulent respecter le souhait du patient. Et c'est ça qui les fait culpabiliser en se disant « mais
moi j'en ai plus la force, ou moi je suis pas capable, moi j'ai mal au dos, je pourrais pas le relever s'il y a besoin. Et puis en même temps, de se dire, mais en fait lui il veut vraiment rentrer, donc comment je peux faire? Donc il est arrivé que je dise, on va faire une petite réunion familiale et qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut s'articuler. Est-ce que ça se passe bien? La plupart du temps, ça se passe bien parce qu'en fait, ils sont plutôt rassurés qu'il y ait quelqu'un en backup derrière. Donc moi-même, par l'occasion, par le poste, qui fait ça. Ça, en fait, tu es la maman ou en fait le tuteur quasiment qui va en fait mettre un petit peu à plat les choses de la famille pour qu'il y ait une redistribution des tâches et pour que ce soit moins difficile. C'est ça. Et puis, de faire intervenir aussi, de lister tous les soins qu'il pourrait y avoir besoin au domicile. Mais en même temps, vous savez, on a ce qu'on appelle les dispositifs d'appui à la coordination, les DAC, ou les réseaux de cancérologie de ville, qui peuvent être un bon appui parce que ils sont en lien avec... eux, ils ont le pied en ville, nous, on a le pied à l'hôpital, en fait. Et conjointement, on arrive à maximiser les aides au domicile du patient. En plus, ils ont des numéros d'astreinte téléphonique plus larges que nous sur l'hôpital. Et ils ont un numéro pour les aidants. Donc, parfois, conjointement, en prenant différents intervenants, on arrive quand même... Ouais, mais est-ce que la diversification des intervenants, ça devient impersonnel? Non, parce qu'on est en lien direct avec eux et que ça, je rassure le patient. Ouais. Je rassure le patient et sa famille par rapport à ça. Quand un patient appelle un dispositif d'appui à la coordination le week-end ou le soir, ou un prestataire de service ou une HAD qu'on a mis en place, en fait, moi, j'ai un mail directement qui me prévient pour que je reprenne la main avec nos médecins. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je veille, en fait, pour que ça se passe comme ça. C'est un peu rédhibitoire dans ma prise en charge. Tu as dit, première chose, c'est d'identifier l'aidant comme aidant et de lui dire, je sais que vous êtes aidant et je sais que c'est compliqué. Et vous avez le droit de me dire que c'est dur. Voilà. Deuxième chose, tu as dit, on va impliquer l'aidant en lui expliquant les choses et on va être une ressource pour l'aidant qui va pouvoir nous appeler ou on va l'appeler pour optimiser la prise en charge. Maintenant, on a évoqué vite fait les sentiments que ressent l'aidant. Tu as dit le premier sentiment, c'est la culpabilité, mais ce qui peut venir avec la culpabilité, c'est d'être mal aidant. Ce qui peut venir aussi avec la culpabilité et avec la surcharge émotionnelle, ce sont des décompensations de pathologies à côté, que ce soit psychologique ou que ce soit somatique. On peut faire de l'hypertension, Donc voilà, j'aimerais que tu me parles de ça. C'est-à-dire, maintenant, on va plus parler du patient, tu vas me parler que de l'aidant et tu vas éventuellement me donner des exemples. C'est ça que j'aimerais, c'est-à-dire que maintenant on parle de l'aidant. Alors, l'aidant, en effet, souvent va par exemple parce qu'il se sent impuissant. C'est ça la première chose qui, moi, me vient dans mes échanges avec les aidants. Impuissant dans comment faire pour que mon proche aille mieux, en fait. Mais parce qu'en fait, c'est indépendant de sa volonté. Donc ça, on lui explique bien que c'est les traitements du cancer et les soins de confort ou l'ajustement de la douleur qui va faire que le patient va aller mieux. Mais l'aidant, lui, du coup, la plupart du temps, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui, moi, me revient toujours en tête? C'est qu'il va essayer de cuisiner, par exemple, des tas de choses dans tous les sens pour que son proche mange, sauf qu'en fait, il a plus faim à cause de la chimio, à cause de la cinétique du cancer. Donc, l'aidant s'épuise, par exemple, à faire tous les marchés et à cuisiner 4 ou 5 plats par jour. Et ça, c'est quelque chose... L'alimentation, c'est quelque chose qui finit parce que l'aidant s'est épuisé, s'est mis même pas en 4, en 10 000, je dirais, pour faire des repas, que le patient va pas manger. Et en fait, ça l'épuise et ça devient conflictuel. Ça, c'est quelque chose, toujours, souvent, qui est la porte d'entrée dans nos conversations avec les aidants. Et qui fait que parfois, moi, j'ai l'aidant qui me dit « mais je fais tout, il veut pas ». Et le patient qui me dit « du coup, maintenant, j'angoisse à l'idée d'aller à table parce qu'il va y avoir un conflit ». Et en effet, par épuisement de l'aidant, c'est là où je veux en venir, il peut y avoir des conflits qui se mettent en place, voire même parfois, moi, des patients qui m'ont appelé au secours parce qu'ils avaient l'impression de devenir maltraitants. Et c'est ça où il faut faire très attention. C'est ce vice-là où il faut être très vigilant. Et c'est pour ça que, je dirais presque... le patient, il a plein de choses qui gravitent autour de lui, comme vous le disiez. L'aidant, en fait, il y a peu de choses. Donc, on doit être vraiment là pour les aidants pour pas en arriver là. Donc, parfois, ça peut être l'aidant qui, comme vous le disiez à juste titre, il y a de l'hypertension. Donc, on lui dit, allez voir votre médecin traitant, voir s'il peut vous donner quelque chose pour vous détendre. Il est arrivé que moi, mes médecins ici, fassent des ordonnances pour l'aidant, pour avoir, par exemple, un petit décontractant parce qu'on sentait que l'aidant était à bout. Donc, il y a des symptômes qui peuvent se mettre en place sur lesquels il faut être bienveillant et surtout ne pas arriver jusqu'à de la maltraitance qui ne serait pas volontaire, par épuisement. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans... C'est comme si l'aidant était presque... Lui aussi, il avait le cancer et qu'en fait, il était en butte aux mêmes angoisses, mais à des angoisses un peu
j'ai envie de dire presque des angoisses déplacées, parce qu'il va ressentir des choses qu'il ne ressent pas, il va être à l'intérieur et donc complètement dépassé par des émotions qui sont ravageuses. Et d'ailleurs, faire attention, vous avez tout à fait raison de dire ça, que parfois, quand l'aidant, on l'a au téléphone, il faut bien dire, attendez, je veux parler au patient, parce que parfois l'aidant, en fait, témoigne de la douleur du patient, et en fait, c'est sa douleur à lui qui nous exprime. Il y a un décalage. Et ça arrivé plus d'une fois où l'aidant me dit « Ah non, mais il est tort du douleur, ça va pas du tout, je le fais venir en hôpital de jour pour qu'on évalue les choses. » Finalement, je me retrouve face à un patient qui est pas si mal par rapport à la description. Et là, on voit bien que c'est tout le ressenti de l'aidant qui a été exacerbé, en fait. Donc, est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait un accompagnement psychologique presque systématique des aidants? En tout cas, c'est proposé. Nous, à l'hôpital privé d'Antony, on a un psychologue, on a cette chance pour la cancérologie qui est là pour le patient et pour les aidants. Et on le dit bien dès la consultation d'annonce. On le redit lors d'un hôpital de jour qu'on a mis en place depuis quelques mois post-première chimiothérapie, où le patient, on lui conseille de venir avec son aidant et où je les vois, où le psychologue les voit. Donc c'est quelque chose, en tout cas chez nous, les portes sont ouvertes pour le patient et pour son aidant. Au bout de combien de temps un aidant est-ce que c'est variable ou au bout de combien de temps un aidant? C'est variable parce que chaque personne a sa propre, alors c'est peut-être pas le bon terme, mais force psychologique, je dirais, à supporter des événements de la vie. Donc c'est plutôt variable. Dans les cancers, il y a l'annonce, il y a la compréhension du traitement, il y a le deuil de la santé, il y a le début du traitement, il y a les premiers effets indésirables des traitements, puis il y a l'échec du traitement, puis la proposition d'un deuxième traitement. Donc on en a parlé quand on a parlé ne serait-ce que de l'annonce où il y a 25 consultations. Il y a plusieurs étapes. Donc il y a plein d'étapes. Est-ce que pareil pour les aidants, il y a des étapes? Et est-ce que toi tu vois des étapes qui sont... est-ce que c'est le même rythme? Non, l'aidant c'est pareil. Finalement, il fluctue en fonction des annonces médicales et de l'évolution de la maladie de son proche. C'est vraiment corrélé. C'est toujours en parallèle en fait. Sauf que c'est vrai que souvent... on a une longueur d'avance avec l'aidant quand les choses commencent à mal tourner, si je peux dire. C'est-à-dire que souvent, le patient lui dit, voilà, là, on passe à un deuxième protocole. Là, on passe à un troisième, on commence à être inquiet. Et en fait, avec l'aidant en backup, on a déjà anticipé l'étape d'après qui sera, vous savez que là, si ça ne marche pas, il y aura peut-être plus de traitement. Et en fait, on anticipe un petit peu, quand on arrive à ces stades-là, souvent une étape avec l'aidant pour... le préparer au mieux, l'aidant finalement. Si le patient pose beaucoup de questions, bien sûr qu'on répond aux questions du patient, mais si le patient maintient un certain petit déni dans lequel ça lui permet de supporter ce qu'il vit, il faut que nous, avec l'aidant, on ait cette longueur d'avance en fait. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des consultations avec l'aidant? Bien sûr. Uniquement l'aidant? Bien sûr. C'est quoi la nature de ces consultations? C'est des consultations très riches émotionnellement. C'est des consultations alors souvent téléphoniques, où certains se redéplacent sur l'hôpital, mais souvent téléphoniques, parce qu'ils sont auprès de leurs proches aidants, souvent ils ne les laissent pas beaucoup. Mais c'est des consultations où les familles pleurent, en effet. Et il faut qu'on puisse entendre ça, qu'on puisse l'accepter. C'est normal. C'est difficile. Enfin, là que je vois ta tête, je me dis c'est difficile. C'est difficile, après... je me dis que si on fait en sorte que tout le monde avance étape par étape, qu'on n'ait pas caché les choses, qu'il y ait cette relation de confiance jusqu'au bout, et ben on pourra les accompagner comme il se doit. Est-ce que tu penses que si on intervenait auprès des familles des aidants, on pourrait améliorer les choses? Parce qu'en fait, je vais faire un peu de la psy à 3 balles. La maladie, c'est un lieu, on va dire, c'est une boîte de Pandore. On l'ouvre, c'est la guerre. Il y a une maladie, il y a une situation extrême où il y a des gens qui vont se positionner, des gens qui vont s'éloigner, des frères, des sœurs qui vont s'éloigner, des gens qui vont se rapprocher, des gens qui vont trouver un sens à leur vie. Je vais aider parce que ma vie était nulle et maintenant... il y a un surinvestissement parfois. Il y a des gens, ça va être un lieu d'exercice d'un pouvoir. Tout n'est pas beau, les intentions sont pas toujours belles. Mais on a malgré tout des gens qui aident. Et donc ma question c'est quoi le côté thérapeutique qu'on peut avoir par rapport à c'est un écosystème, un malade, un aidant, 2 aidants, et puis des gens qui gravitent autour. Comment est-ce qu'on interagit? Comment est-ce qu'on interagit avec un aidant quand on n'est pas soignant? C'est-à-dire, allez, on va faire un cas d'espèce. Ma mère est malade, mon père s'en occupe, il est devenu ultra relou. Comment j'interagis? Comment moi, en tant qu'enfant, qui a ma mère qui est en train de mourir et mon père qui s'en occupe
Mais qu'on peut plus, mais qu'il ne dira pas. Que mon frère, il n'en a rien à foutre. Comment est-ce que je fais comment est-ce que je peux accompagner? Parce que ça, c'est ultra pratique. Comment est-ce qu'on prend de la distance? Comment est-ce qu'on interagit? Est-ce qu'il y a une manière d'interagir avec quelqu'un, quelles qu'en soient les raisons? Dans cette situation-là, par exemple, souvent, quand on a la maman qui est malade, le papa qui est aidant, qui s'épuise, qui devient un peu pathologique dans son aide, on va dire, et un des enfants qu'aide pas et l'autre qui se retrouve un peu désemparé, souvent en fait, cet enfant-là m'appelle. C'est du vécu, ça, assez régulier. Il m'appelle, me dit, voilà, comment je peux faire? J'ai mon père qui s'épuise, je le vois, mais il veut continuer d'aider ma mère. Mon frère, lui, qui a des kilomètres ou qui veut pas rentrer dans la prise en charge, moi, comment je peux faire? Et la plupart du temps, en fait, nous, on essaye de faire le médiateur. En fait, c'est un peu ça aussi, finalement, notre rôle, même si c'est sûrement pas notre vocation première, mais on essaye de faire le médiateur. On n'hésite pas à appeler notre assistante sociale qui peut nous aider aussi. Parce que si finalement on peut mettre d'autres aides en place, on peut réussir à convaincre le papa de dire voilà, là on va mettre ça en place, ça va vous aider aussi. Donc on a un rôle de médiateur dans ces familles-là. Ma dernière question, ce sera sur c'est quoi l'annonce quand on arrive au palliatif auprès d'un aidant? Alors déjà il y a souvent une annonce médicale qui est faite entre l'aidant et le patient, si on a la chance que le patient soit pas venu tout seul, parce que le patient parfois décide de venir tout seul, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc il y a cette annonce médicale et moi le médecin m'informe de cette annonce et je revois le patient et sa famille ou l'un ou l'autre et en fait après c'est du suivi téléphonique. On va être là pour l'aidant d'une manière... Il y a une manière particulière de lui dire? Non. On s'adapte, c'est au cas par cas, parce que chaque personne, il y a des gens qui ont deviné qu'on en arrivait là, d'autres pas du tout. Il y en a qui sont en colère. Donc en fait, c'est au même titre que l'annonce de la maladie. Finalement, les symptômes de colère, de je suis anéanti, je suis triste, on les retrouve à chaque étape de l'annonce et à cette annonce-là aussi. Mais comme on est dans une maladie chronique, en fait, finalement, les choses, on les aborde petit à petit. Oui. C'est pas arrivé du jour au lendemain, cette annonce-là, en fait, dans la plupart des cas, sauf si d'emblée, on a un diagnostic et qu'on ne traitera pas notre patient. Effroyable, comme vous connaissez aux urgences, ou voilà, mais... Non, du coup, ma dernière question, c'est, tu as parlé tout à l'heure, avant, on discutait et tu as dit, on a tenté de faire un forum des aidants. Ça a été un relatif échec avec seulement 6 familles ou 7 familles qui ont participé. Est-ce que tu penses que faire un forum des aidants, c'est intéressant ? Alors, c'est très intéressant. En fait, nous, on avait profité, il y a une journée maintenant nationale des aidants, qui est le 3 octobre. Et on avait profité de cette journée nationale pour lancer ce premier groupe de parole des aidants. La communication, je pense que voilà, on a encore du travail à faire là-dessus pour que ça adhère plus. Mais les sept accompagnants qui étaient là, dont certains, c'était les patients qui m'avaient dit si, il faut convier ma femme ou mon mari, il faut les convier. Donc j'avais insisté un peu, ils étaient venus. Et des gens qui d'habitude ne parlent pas s'étaient retrouvés finalement à parler. Les gens ont parlé entre eux et se sont sentis finalement... ça a rompu l'isolement, finalement, parce qu'ils sont tous dans cette même situation. Ils avaient tous le même ressenti et ils passent tous par les mêmes étapes. Alors, la question 2, c'était sous quelle forme? Est-ce que c'était des groupes de parole présentiels? C'était un groupe de parole présentiel sur l'hôpital avec notre psychologue et moi-même. Donc, il y avait quand même on va dire des organisateurs et des gens qui géraient la réunion. Est-ce que tu penses qu'un support, on va dire genre WhatsApp, etc., de créer des groupes de discussion entre gens qui pourraient s'entraider localement, ça pourrait faire du sens? Oui, je pense que ça pourrait faire du sens. Ça pourrait faire du sens. Alors, on a quand même, et j'essaye d'orienter les familles là-dessus, la Ligue notamment a fait des cafés des aidants. Il y a la Ligue quand même du cancer dans chaque département. Alors, c'est valable pour la cancérologie, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres maladies chroniques. Je parle pour la cancérologie. La cancérologie, la Ligue fait le café des aidants, il faut le savoir. Donc, dans chaque département, vous avez le numéro de la Ligue contre le cancer et ils organisent dans leurs locaux des cafés des aidants. D'accord. Ma question, et tu diras oui ou non, comme ça fera un projet ou pas, est-ce que ça pourrait être intéressant qu'avec notre structure et vous, on essaye d'organiser une sorte de forum de discussion? Je pense, ouais, tout à fait. Où les gens pourraient se demander des coups de main, parce que je sais qu'en France, c'est un pays incroyable avec l'organisation de choses départementales, régionales, mais moi, je reste très convaincu que territorialement, il y a une sorte de lien. Les gens peuvent se croiser dans l'hôpital, les gens peuvent se croiser dans leur commune, et que on pourrait... Est-ce que tu penses que ce serait bien qu'on travaille ensemble
pense que ce serait bien, surtout que quelque chose qui est en distanciel comme ça, en fait, c'est que les gens travaillent, que les gens doivent rester auprès de leurs proches, ça leur permet quand même de pouvoir trouver nos ressources. Parce que ce qui est ressorti aussi, c'est que, par exemple, nous, c'était l'après-midi. Il y a des aidants qui travaillent quand même, qui ne pouvaient pas venir, qui auraient bien voulu. D'autres qui disaient, bah non, là, mon proche est trop malade, je ne peux pas le laisser. Alors que si c'est quelque chose sur des groupes et ils peuvent demander des conseils pour se sentir moins seuls à des gens qui vivent la même chose, en effet, je pense que ça serait plus riche pour eux. Ben, on va le faire alors. Et bah, c'est parti. Ce serait bien de le faire. Ouais. Après, ce qui est resté un petit peu pour moi sur toute la vidéo, je reste un petit peu sur ma faim. C'est parce que c'est compliqué, parce que ça dépend des gens. C'est qu'en fait, l'aidant, maintenant qu'on a compris qui c'était, qu'on a évoqué le fait qu'il y avait des bonnes intentions, des moyennement bonnes intentions, de l'expression de sentiments un petit peu variables, c'était d'avoir une sorte de ligne de conduite, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aider les aidants. C'est-à-dire comment sur un lieu, parce que nous c'est une unité de lieu, on peut aider les aidants. Alors on va essayer de créer ce groupe de parole. Est-ce que de faire des activités, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait essayer d'expérimenter quelque chose pour accompagner les aidants? Par exemple, moi je constate que les aidants, ils ne savent pas qu'il y a les hospitalisations de répit, ils ne savent pas qu'il y a les hospitalisations de jour pour des activités, mais alors ça ne concerne pas le cancer, hein. Ça concerne d'autres pathologies, qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir une prise en charge. Comment est-ce qu'on pourrait vraiment aider les aidants? En fait, il faut faire des sortes de réunions à thème. Je pense qu'il faudrait faire ça. Sur le principe qu'on fait des ateliers d'éducation thérapeutique pour le patient, en fait, il faudrait faire des ateliers d'éducation pour l'aidant avec différents thèmes. Par exemple, l'aidant et l'alimentation. Ouais, que ça ne devienne pas un lieu catharsique on s'embrouille parce que je t'ai fait des petits pois et que t'aimes pas ça. Là, et donner des tips pour que l'aidant, finalement, il puisse avoir plus d'éléments clés pour aider et savoir pourquoi il y a des fois il y a un refus, pourquoi, vous voyez. Et comment t'expliques le relatif échec de votre organisation du... Ni plus ni moins un souci de communication pour communiquer sur l'événement, ni plus ni moins. Ça veut dire que si on donnait nous on vous accompagnait et on faisait une petite plaquette qui pourrait être distribuée aux patients pour leur dire, voilà, on va créer un groupe de discussion, il va y avoir quelqu'un qui sera un petit peu responsable pour vous aider à communiquer, vous pouvez vous poser des questions, poser un cadre, ça pourrait... Je pense que ça aiderait, ouais. Ça a été vraiment un problème de communication pour que ça fonctionne. Merci beaucoup Pénélope. De rien. De quoi on parle la prochaine fois? On parle de l'éducation physique adaptée et le cancer. Ah, donc activité physique adaptée et cancer, et ce serait bien qu'on parle de justement ce projet-là. Ouais. Peut-être qu'on dise aux gens, voire peut-être qu'on va le mettre en place, et qu'on puisse faire un débrief de qu'est-ce qu'ils se sont dit les gens. Et peut-être même si tu avais un aidant qui pouvait venir avec toi. Je pense que c'est possible. Et qui pourrait témoigner. Ok. Merci beaucoup Pénélope. Merci beaucoup.